Alors bonjour, chers collègues de structure de données. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir être là en personne. Ce métier de prof est comme ça. Quand on a l'occasion d'aller présenter nos travaux de recherche dans des conférences internationales, faut le faire. Ça prend priorité sur tout dans ce métier. Donc, j'espère que cette vidéo va au moins compenser pour mon absence en personne. Donc, deuxième chose, je sais pas si vous remarquez, si ça se voit, j'ai plus de cheveux sur le coco. C'est pas un effet de caméra ou quoi que ce soit, là, c'est juste rasé. C'est juste pour éviter les ambiguïtés, que vous ne soyez pas déconcentrés. C'est juste que le salon de coiffure fermait plus tôt que je pensais pendant la semaine de relâche et j'ai pas trouvé le temps de passer là. Donc, j'ai juste fait ça, c'est plus simple. Ok, mais c'est un détail. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc, ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est revenir sur l'examen. Okay? De façon aussi brève que possible. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais faire un retour sur l'intra. OK. Donc, en particulier, je veux juste repasser les points les plus importants selon moi qui ont été manqués les plus souvent ou sur lesquels je me permets d'insister parce qu'ils vont être importants pour la suite du cours et votre vie professionnelle, je l'espère. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Si vous avez eu des bonnes notes ou si vous avez tout compris, que vous sentez pas la nécessité d'une révision, eh bien, je vous invite à skipper, à sauter par-dessus cette partie de la vidéo. Il devrait y avoir des liens dans la description sur dans quel temps vous trouvez les différentes parties du contenu. OK, mais sinon, retour sur l'intra. J'ai le solutionnaire. En ce moment, il devrait être en ligne quand vous regardez ça. Sinon, c'est que j'ai oublié. Je vous invite à m'envoyer des courriels de haine pour me le dire. Mais vous devriez avoir le solutionnaire. Donc, moi, je vais juste me contenter de repasser là-dessus. Pour votre info, je vais vous dessiner la distribution, si j'arrive à faire des lignes, la distribution des notes approximatives. Donc, en axe des Y, là, c'est le nombre de personnes qui ont eu cette note. Okay, c'est très vulgarisé comme graphique. OK, mais les notes vont je pense, de 20 à 105. Il y a eu des 100%, plusieurs en fait. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et puis, la courbe ressemble à peu près à ça, là. Autour de 40, bon, il y a personne qui a eu 0, mais autour de 40, on a un petit bassin de population qui ont eu ces notes-là. Et après, c'est stable. Il y a à peu près toutes les notes qui se retrouvent et on a un autre cluster de population qui sont dans les 90-105. OK, donc ça, c'est à peu près les notes. Donc, il y a de la compréhension à vraiment tous les niveaux dans cet examen. J'ai rarement vu ça. C'est sûr que ça me plaît de voir un cluster de personnes qui ont eu 90, entre 90 et 105. Donc ça, j'aime bien ça. Si vous êtes là-dedans, tant mieux, vous avez bien compris. Si vous êtes là-dedans, donc je dirais entre 40 et 50. OK. Ça, c'est certain qu'on aime moins ça en tant que prof. OK. L'examen était fait pour que vous puissiez avoir 60 si vous avez compris assez de matière. Si vous avez entre 40 et 50, le reste va être difficile. OK, je vous laisse décider ce que vous faites avec le cours, là. C'est pas à moi de m'en mêler, mais tout ce que je peux faire, c'est vous dire que si vous avez eu du mal à suivre jusqu'à maintenant, vous aurez très probablement du mal à suivre pour le reste de la session. Donc, une option, c'est de refaire le cours à l'automne, qui sera probablement donné par quelqu'un d'autre que moi. Ça se peut que ma méthode pédagogique ne fonctionne pas avec vous, ça arrive. Je m'en excuse. Donc, si c'est votre cas, reconsidérez. Okay? Parce que, comme je dis, le reste va juste être plus difficile. Ou vous pouvez juste changer d'approche dans vos études et tenter de remonter la pente. C'est tout à fait possible, mais faut réagir. D'accord. Sinon, je rappelle que à mon retour à partir du 16 mars, moi je vais être disponible pour discuter s'il y a des sections que vous avez du mal à comprendre ou si vous voulez juste parler de la situation. OK, je vous offre autant de dispo que possible. OK. Donc, retour sur l'intra, faisons ça. Donc, comme j'ai dit, je vais juste ouvrir l'intra, le voici, et repasser certains points. Donc, je vais repasser les questions. Moi, je ne vais pas prendre plus que 20 minutes, je l'espère, pour faire cette révision. Donc, faisons ça. Bon, la première question, c'est amusant, non?
Si vous vous rappelez, je vous présente deux courbes de temps cumulatif et il y en a une que c'est la liste chaînée et l'autre que c'est un tableau dynamique, le vecteur. Ça a été assez bien réussi, mais si vous le saviez pas, ça c'est vecteur. Pourquoi est-ce que c'est vecteur? Parce que ça ici, les paliers de montée soudaine de temps, ce sont les appels à reserve, ce que j'appelle setcap. Okay. Chaque fois qu'on doit appeler reserve, il faut payer un temps linéaire qui est amorti sur le reste de l'exécution. Mais ce temps linéaire, on le paie à chaque puissance de 2 essentiellement. Donc c'est ce que je raconte ici, là, que les montées soudaines correspondent à la recréation de tableaux lors d'un pushback. Je ne demandais pas plus de justification que ça. Tandis que dans la... Bon, ça c'est une liste chaînée. Tandis que dans la liste chaînée, chaque insertion, si on a un pointeur vers PLAS là, ou enfin, chaque insertion prend le même temps. Un temps qui est constant, indépendant du nombre d'éléments. Donc le temps cumulatif va croître de façon linéaire. Okay, mais ça a été assez bien réussi, chose que vous devriez savoir. C'est l'avantage principal des listes chaînées versus les vecteurs, c'est qu'on a cette garantie de temps sur l'insertion à la fin. Ok, sinon, ça je reviendrai pas là-dessus dans le détail, là. Je me suis juste contenté de donner des solutions sans justification comme la plupart l'ont fait. Un logiciel de traitement de texte avec des annulés, des opérations qui s'empilent et qu'on dépile, qu'on annule, ça correspond à la pile. Je vais juste rappeler qu'il y a eu encore de la confusion entre les implémentations et les types de données abstraits. Donc, je demandais pile comme type de données abstrait et l'implémentation idéale pour ça, c'était la liste chaînée, pas un tableau dynamique, s'il vous plaît, parce que dans ce contexte-là, on fait juste des ajouts à la fin, puis comme je viens de le mentionner, avec le vecteur, des ajouts à la fin peuvent prendre un temps linéaire, tandis qu'avec la liste chaînée, c'est parfait pour ça. Chaque insertion, chaque opération va demander un ajout en temps constant. Sinon, le module de gestion d'interruption, vous n'avez même pas à savoir c'est quoi des interruptions. Tout ce qu'on a à savoir, c'est que c'est traité dans leur ordre d'arrivée, et ça devrait être automatique. Traité dans l'ordre d'arrivée, c'est comme une file d'attente. Une file d'attente, c'est toujours avec une liste chaînée, ou doublement chaînée. Et puis, finalement, vous avez un programme qui affiche une liste de N étudiants, et quand on clique sur le IM, on veut accéder à ce IM élément. Donc, immédiatement, quand on dit IM élément, ça devrait sonner une cloche tableau dynamique. J'acceptais à contre-cœur tableau fixe. Je pense que tableau fixe, j'étais pas trop chaud à l'idée parce que si vous avez une liste d'étudiants, il n'y a rien qui porte à croire que votre liste d'étudiantes est fixe. Il n'y a aucune application de la vie réelle dans laquelle il n'y a jamais d'étudiants qui s'ajoutent dans ce contexte-là. Donc, supposez un tableau fixe moyen, mais bon, déjà, si vous me parlez de tableau, ça va, parce que les tableaux sont faits pour des accès en temps constant à la IM position. Ne me dites pas liste chaînée, ça me rendait mécontent. Type de données abstrait liste, mais pas liste chaînée, parce que les accès sont lents. C'est là que je demanderais s'il y a des questions, mais là, je ne peux pas. Okay. La complexité, ça a été tellement bien réussi que je vais juste passer super vite, là. Ici, vous aviez une boucle, et ça, le piège, c'était de ne pas dire N sur 2 ou juste temps constant ou quoi que ce soit, là. Ça va prendre un temps proportionnel à N grand O de N sur 2, mais ça, si on ignore les constantes, ça devient juste temps linéaire. Ok, ça c'était assez bien réussi, ça aussi. Comment chercher dans un tableau 2D N fois M. J'en ai tellement parlé en classe que ça a été. Ça a été moins bien réussi. Quand même par la majorité, mais bon, je vais repasser là-dessus vite fait, là. Ici, c'est une recherche dans une matrice dans laquelle chaque rangée est triée. Vous avez une première boucle qui va faire N tours dans le pire cas, donc fois N. Et qu'est-ce qu'on exécute N fois? C'est une fouille dichotomique dans une rangée de taille N. Ok, donc chaque fouille dichotomique va prendre un temps proportionnel à log M. Ok, parce que M, c'est la taille du tableau qui est passé. Donc on fait N fois une exécution qui prend un temps logarithmique par rapport à M. Ok, ça veut dire que la complexité de cet algo de recherche, c'est N log M. Okay, c'était la réponse recherchée.
D'accord. Donc, je ne vais pas plus loin que ça là-dessus. Ah, le jeu des 3 erreurs. Bon. Parlons-en. Je ne sais pas si je suis capable de tout montrer en même temps. Oui, voilà. Donc, vous vous rappelez qu'on cherchait 3 erreurs là-dedans. Je vais vous donner mes 3 préférées, celles que j'attendais le plus. C'est que ici, il faut faire un for pour faire tous les deletes. OK? Parce que là, on stocke des pointeurs qui sont initialisés avec un new. OK? Chaque fois qu'on fait un pushback, on fait un new. Où est le delete correspondant? Il devrait être au moins dans le destructeur. Donc, en principe, on devrait faire un for pour faire un delete sur chaque élément individuel. Donc ça, c'est un problème. Un autre problème qui a même pas été remarqué par tant de personnes, là, c'est que ça, c'est un vecteur. Okay? C'est pas un pointeur, c'est un objet vecteur qui stocke des objets de type pointeur de T. Okay? Mais tab, c'est pas un pointeur, c'est un objet. Et cet objet stocke des pointeurs. Donc, faire delete sur ça fait pas de sens. Delete tab, c'est pas un pointeur, donc ça va même pas compiler, en fait. Puis il y a bien des gens qui me disaient, oui, le tab est bel et bien supprimé, mais il faudrait aussi supprimer ses éléments. J'acceptais ça, mais de dire que tab est bel et bien supprimé, c'est pas super parce que il devrait même pas être supprimé. Okay? C'est de la mémoire automatique. Même si c'est à stock des pointeurs, tab, c'est un objet. Okay? J'insiste là-dessus parce que ça m'énervait chaque fois que je le voyais. Okay. Un autre problème, c'est ça ici. Okay? Vous voyez que ça retourne. Il y a plusieurs gens qui m'ont identifié un faux problème ici. Là. La valeur de retour de getElément, c'est correct, ça va. Je veux dire, ça retourne bel et bien un vecteur, une référence vers le vecteur interne. Mais le vrai problème, c'est que il y a un problème d'encapsulation ici. Ok, je pense que je vous avais averti que je vous testerais sur l'encapsulation. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, on donne accès à la représentation interne de l'objet et on n'aime pas ça. Ça donne lieu à toutes sortes de bugs sur le long terme. Donc ça, c'est un deuxième problème. D'accord. Soit dit en passant, ça, d'appeler tab.resize, ce n'est pas un problème. Tab, c'est un objet de type vecteur. J'appelle son resize, ça va me réserver de l'espace, ça va. Un problème que j'acceptais, c'est que ça va initialiser un vecteur avec des pointeurs non initialisés. Okay. Et si on fait un delete sur ces pointeurs après, on delete de la mémoire non initialisée, ce qui est un problème. Bon, un peu plus subtil, mais je l'acceptais. OK. Sinon, un autre problème, c'est ici, je me rappelle avoir déjà mentionné en classe que si vous affectez un pointeur, vous vous demandez est-ce que je dois faire un delete avant? OK. Et ici, oui, là, si tab de i était occupée par de la mémoire, vous devez la libérer avant de la réaffecter. OK. Ça, c'est un troisième problème. C'est un de mes troisièmes problèmes préférés. Voici 2 problèmes qui m'ont énervé, mais que j'ai accepté. Ça ici, ok, dans mon pushback, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème dans le pushback, mais sans m'en rendre compte, il y en avait un. Type n'a pas été défini. Ok, le type utilisé par le vecteur, c'est un T. Ici, j'ai écrit type. Ça, c'était mon erreur, mais puisque c'est mon erreur, j'acceptais que vous me donniez ça comme erreur. Ok, donc ça c'était bête de ma part, mais c'était une erreur, donc je l'acceptais. Erreur encore plus bête de ma part, c'est ça ici. Je peux pas croire que ça a passé le filtre, mais le type texte n'existe même pas, puis ça n'a rien à voir. On copie pas un texte dans l'objet courant. Ça aussi c'était mon erreur. Ok, c'est que la première version de cette question, c'était une classe de type texte qui stockait un vecteur de mots, puis j'ai abandonné cette idée finalement, mais j'ai laissé le texte là. Ça aussi, c'était une erreur. Donc, je l'acceptais si vous plaigniez de ça. OK, mais bon. C'était les 3 erreurs recherchées. OK, donc vraiment, encapsulation de getElément, delete tab, parce qu'il faudrait supprimer chacun des éléments. Je l'ai même pas écrit ici, mais ce serait une autre erreur. Et puis l'opérateur égal qui réaffecte tab de i sans supprimer l'objet sur lequel il pointe, ce qui causerait une fuite de mémoire. Okay, vraiment, si vous aviez ces 3 erreurs-là, il y en a qui les ont eues, c'est que vous avez vraiment compris les fondements du cours.
que si vous m'avez sorti ces erreurs-là, oui, vous êtes d'excellents compilateurs, et je l'acceptais, vous n'avez pas perdu de points pour ça, mais pour votre carrière professionnelle, je vous invite à comprendre le fondement recherché dans cette question, qui étaient les 3 erreurs identifiées ici. OK. Maintenant, je voudrais... Bon, ça fait un moment que je parle, je voudrais accélérer un peu. Bon. Vous aviez ces fameuses 4 questions où est-ce qu'il fallait en choisir 3. Il y a des génies dans la classe qui ont répondu aux 4 de façon parfaite ou avec quelques modulos. Félicitations. Je sais même pas si moi, en tant qu'étudiant, j'aurais répondu aux 4 parfaitement. Probablement, dans le fond. Mais c'était pas facile. Il fallait être vraiment bien préparé. OK. Donc, je peux parler de la dernière position, la plus petite. Je reçois un tableau T, je reçois un entier K, et je cherche la position qui contient l'entier le plus petit, et cette position doit être la plus à la droite possible. Okay, comme si mon K c'est égal à 6, je dois retourner l'indice qui contient 5, parce que 5, c'est le maximum qui est plus petit que 6. OK. Le but de cette question, c'est juste de vous faire travailler avec la fouille dichotomique. Okay. Une légère modif à la fouille dichotomique fonctionnait. Peut-être qu'un des pièges ici, c'était qu'on retourne pas juste un booléen pour savoir si l'élément existe, comme la version que j'ai présentée en classe. Et on veut pas juste la valeur de l'élément à la position plus petite, on veut l'indice à la position plus petite. Ça demandait un peu plus de travail. Il y avait plusieurs implémentations possibles. Moi, j'aime bien la récursion, donc ici, dans le corrigé, je propose une version récursive. Donc, dans cette version récursive, ce qu'on fait, c'est on va explorer un tableau, mais on va devoir connaître les bornes pour être bien capable de retourner l'indice qui contient la position plus petite. Donc, récursivement, là, on va être amené à explorer un sous-tableau que je vais représenter par min et max. Donc, min, c'est l'indice min du sous-tableau que j'explore présentement, et max, c'est l'indice maximum du sous-tableau que j'explore présentement. Et ça prend la forme suivante. Okay, donc, mon getPos, ce qu'il fait, c'est qu'au départ, bon, déjà, si le premier élément est plus grand que K, j'aurais même pu mettre un plus grand ou égal à K. En fait, bon, faut le mettre. Je retourne -1 et bon, normalement, ceci, ça serait vérifié à l'extérieur. Mais sinon, l'idée, c'est que je vais me promener, je vais commencer avec min et max aux extrémités du tableau. Donc, au départ, je veux explorer le tableau en entier. Éventuellement, je vais me retrouver à explorer juste une des 2 moitiés après la première itération. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple, okay, juste pour être sûr que c'est bien compris. Avancez la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Mais si je fais un exemple concret, l'exemple qu'on trouve dans l'énoncé de la question, 11 et puis 15, ça va être mon min, donc l'indice c'est 0, max, l'indice c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc min égale 0, max égale 5. Okay, j'ai pas spécifié l'appel initial ici, mais c'est ce que ça donnerait. Et puis, si j'arrive à un point où est-ce que mon tableau, il n'y a qu'un seul élément, ce que je vais supposer, c'est que j'ai restreint l'espace de recherche assez pour être coincé à la position que je suis en train de rechercher. Ici. Donc, je vais la retourner. Mais sinon, je vais me mettre au point milieu. Donc, le milieu, c'est max moins min plus 1 sur 2 plus le minimum. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 5 moins 0 plus 1 divisé par 2, ce qui serait 3. Donc, mon mid serait ici. Puis là, je vais me demander, la position la plus petite, elle est à la gauche de mid ou à la droite de mid? Donc, ici, on est dans le cas où est-ce que c'est à la gauche. Okay. Ce qui arrive présentement, là, si mon cas que je suis en train de chercher, c'est 6, eh bien, je vais réaliser que mid, là, ce que j'ai à la position mid, c'est plus grand ou égal à 6, donc je vais devoir chercher à la gauche. Et donc, ça va appeler getPos récursivement avec la position min qui reste inchangée. Mais puisque je sais que à mid, je n'ai pas ce que je suis en train de chercher.
je peux le décrémenter. Donc, ça va commencer à chercher ici. En fait, mon nouveau max que je vais passer à l'appel récursif va se retrouver ici. Donc, ensuite, si je reprends l'appel, on va effacer un peu. Et si je reprends l'appel récursif, ok, mais avec min égale 0, max égale 2. Bon, ils sont pas égaux, je vais me retrouver ici avec mid qui est égal à, ça c'est 2 moins 0 plus 1 sur 2 plus min, ce qui est égal à, ok, on va l'écrire, 2 moins 0 plus 1 sur 2, vous savez qu'en C++, ça fait la division entière. Donc ça va être égal à 3 divisé par 2 plus 0, ce qui est égal à 2. Ok, donc mon mid va se trouver ici. On va effacer. Attendez, on y arrive. Donc mon mid se retrouve ici. Pas min, mais mid. Je vois que mon mid est plus petit. Mon mid est plus petit que le cas que je recherche. Mon cas est égal à 6, donc je me retrouve dans cette situation. Ok, et non celle-là. Donc je vais retourner getPos, mais mon nouveau min, ça va être affecté à mid. Ok, donc je ne serai plus avec ce min. Je vais avoir min qui est égal à mid, qui est égal à max. Et puis là, ça va arriver ici. Ça va retourner 2 finalement. Ok. C'est un peu gribouillé. Ok, mon but c'est de passer vite, mais j'espère que cet exemple vous aura convaincu. L'idée c'est que c'est une adaptation de la fouille dichotomique de la recherche binaire. Ok, qu'on peut appliquer ça de la même façon. Déjà, si vous aviez quelque chose qui ressemblait à de la fouille dichotomique sans copier-coller le code de la fouille dichotomique que je vous ai donné, vous aviez la majorité des points. Ok, mais sinon, je vous invite à rouler des exemples là-dessus si ce n'est pas compris. Il y avait plusieurs autres façons d'implémenter aussi. Là. Ça, c'est juste la mienne, la récursive, parce que c'est plus simple pour moi d'implémenter les choses récursivement. Donc, il y a cette question 4b qui a été probablement la moins choisie par les étudiants et étudiantes. Je sais pas pourquoi, pour moi c'était la plus simple, la plus facile, une fois qu'on connaît la solution. C'est pas très compliqué, mais il faut y penser. Donc, ce que ça racontait, si vous vous rappelez, c'est qu'on a accès à une fonction qui s'appelle fastMemCopy, qui copie un bloc mémoire en temps constant. Donc, d'un tableau source vers un tableau destination, et on spécifie le nombre d'éléments. Ok, donc, et un tableau, vous vous rappelez qu'en C++, on peut le spécifier par son indice de départ dans un autre tableau. Ce que je veux dire, c'est que T1 plus 200, là, c'est un tableau qui commence au 200e élément de T1. Ok, mais T1 plus 200, c'est un tableau. Je crois que ça a été mal compris par certaines personnes, donc si c'est pas clair, révisez votre arithmétique de pointeur C++. Mais essentiellement, ce que ça racontait, ça, c'est que si j'ai deux tableaux, T1, et un tableau T2, ici est à moitié plus petit, ce que cette ligne de code fait, c'est que ça va prendre les éléments 200 à 100 à 2, ben, ça va copier 100 éléments. Donc, ça prend les éléments 200 à 299 et ça va les copier-coller dans T2. Ok, de les dépositions 100 à 199. Ok, comme ça disait ici. Vous aviez tous les outils qu'il vous fallait dans l'énoncé. Le comportement était indéterminé si les blocs mémoire intersectent. C'est juste pour dire de ne pas utiliser le même tableau source et destination. Sinon, c'est indéterminé, rien de majeur. Mais ça pourrait porter à confusion sinon. Ok, et là je demandais, si vous avez un vecteur, comment implémenter le insert at, insérer n'importe où, en temps constant si on vous donne ça. Donc, pourquoi je disais que c'était pas si dur, mais une fois qu'on le sait, c'est que ce que vous pouviez faire, c'est votre vecteur, si vous représentez le avant et le après, là, votre vecteur, il a un tableau, un pointeur vers un tableau tab, qui utilise une certaine capacité, et quelque part là-dedans, vous avez l'élément i, avant lequel vous voulez insérer, et l'état après,
Ok, c'est que val a été inséré. Si je mets juste un V pour val, val a été inséré. Et puis les éléments I à N suivent. Ok. Donc, si vous avez une copie rapide de mémoire, ce que vous pouvez faire, là, c'est juste copier ce premier morceau, insérer V, c'est-à-dire juste mettre tab de I est égal à V, et puis copier les éléments de I jusqu'à N en une seule opération. C'est exactement ce que ce code ici fait. Ok, bon, ça c'était même pas nécessaire, là, si vous aviez pas toutes ces histoires de capacité, ça allait. L'important pour moi c'était l'idée, mais ce que j'ai fait ici, c'est que si la capacité était capable de recevoir un nouveau I, on gardait la même capacité, mais sinon on la doublait. Mais dans tous les cas, je me créais un tableau temporaire, justement pour éviter de copier-coller de T vers T, de tab vers tab, puisque le comportement est indéterminé. Mais de toute façon, un new, ça se fait en temps constant dans ce modèle, on suppose. Donc ça va. Donc au lieu de copier de tab à tab, je copie d'un tableau temporaire, mais c'est la même idée. Donc ce que je fais, c'est que je copie les i-1 premier élément de mon tableau vers TMP. J'ajoute le im élément. Tout ça, ça se fait en temps constant. Et ensuite, je copie les éléments de i jusqu'à 16-i, donc les éléments de i jusqu'à n, ici, dans TMP i plus 1. Ok, donc essentiellement, là, votre TMP va recevoir les éléments de 0 à i-1. Vous allez y insérer l'élément i, qui est égal à la val que vous voulez insérer, et puis vous allez copier les autres 16-i éléments. Okay, une fois que vous avez fait ça, vous supprimez votre ancien tableau temporaire, votre ancien tableau, et vous le réaffectez à votre temporaire. Ok, je n'ai pas géré les cas limites, ce qui n'était pas le but de la question non plus. Ok, donc essentiellement 3 opérations là. Se faire un nouveau tableau, copier le premier morceau, insérer la valeur à la position i, insérer les autres valeurs, tout ça en temps constant. Tout le monde est content. C'est ce que je recherchais. Puisque je trouvais ça trop facile, j'ai posé une deuxième question, B, qui demandait maintenant comment faire le insert at dans une liste chaînée, ou dire pourquoi ça nous aidera pas. Puis ça pouvait être bref, là, ça ne nous aide pas parce que ce qui prend du temps dans une liste chaînée, c'est pas la copie de mémoire, c'est d'accéder au IM élément. Et ça, de pouvoir copier rapidement, ça ne peut pas accélérer l'accès au IM élément, donc la liste chaînée ne sera pas aidée par ça. Ok, c'est tout ce que je recherchais. Bon. Le numéro 4C maintenant. Lui, c'était, je regrette d'avoir mis cette question dans l'examen. Faut bien vous tester sur des parcours de liste chaînée, mais c'était un peu l'enfer à corriger. Puis en plus, c'était la question la plus choisie, je pense. Pourtant, c'était long, là, de bien s'occuper de tous les cas limites. Mais c'est ça, j'ai reçu plein de codes, de pseudo-codes que des fois, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais il faut regarder quand même, et parfois, ça fonctionne. Il fallait que je fasse vraiment la trace de votre code pour m'assurer que ça fonctionnait ou pas. Donc, c'était un peu long à corriger. Donc, ça va être un peu long à montrer comment ça fonctionne. Je ne sens pas la nécessité de tout repasser ce pseudo-code qu'on a ici. C'est pas du pseudo-code, là, ce code. Je l'ai pas testé sur tous les cas limites non plus. Je vous invite à déboguer ça si vous n'êtes pas convaincu. Mais ce que je peux au moins faire, c'est vous éviter tous les cas limites, par exemple, de quand la première liste est vide ou de quand le premier élément de l'autre est plus petit que le premier élément de PTR. Bon, ça fait ça. Moi, mon idée, puis il y avait des tonnes de façons d'implémenter ça, là, mais moi, mon idée, c'est de me garder un pointeur qui passe à travers la première liste de celle de 10. Ok, donc ça c'est PTR1, mais aussi de me rappeler du précédent, ce que j'appelle Prev1, qui commence à nul PTR. Tout ça pour que quand je dois insérer une cellule de l'autre entre deux cellules, je me rappelle du prédécesseur pour savoir à qui réaffecter le next. Okay, c'est le genre de gymnastique qui survient avec les listes chaînées. Mais je peux au moins, c'est ça, vous parler des cas intéressants. Le cas le plus intéressant, c'est quand
Bon, ce que je fais, c'est que je boucle à travers les autres points pfirst. Chaque fois que autre point pfirst doit être inséré quelque part, je le fais et je mets à jour autre point pfirst ici. Donc, je vais déplacer les autres points pfirst jusqu'à temps que autre soit devenu vide. Okay? C'est l'idée de ce while ici. Technique communément utilisée dans l'examen. Donc, j'avais à décrire ça. Je vais juste décrire ce cas-là. Okay? Ce qui se passe dans cette situation quand le premier de l'autre est plus petit que ce sur quoi je pointe. Okay? Je peux le représenter de façon générale comme suit. Disons que mon prédécesseur c'est 3. Okay? Donc ça serait prev 1. Et que mon pointeur pointe présentement sur un truc qui serait, je sais pas moi, 5. Et que là, j'ai autre point pfirst. Donc ça, c'est autre point pfirst. Qui voudrait être inséré avant ptr1, mais après prev1. Ok, on va dire 4. Puis on va dire qu'il est suivi de 6, on va dire. Ce que je veux que ça fasse, je suis dans cette situation ici, là. Ce que je veux que ça fasse, ce que ça va faire en fait, c'est que ça va réaffecter le next de prev. Ok, je suis à cette ligne. Le next de prev va être réaffecté ici. Donc ça disparaît. Puis prev devient celui-là. Je veux toujours que prev pointe sur le prédécesseur de ptr1 et maintenant c'est devenu lui. Donc prev1 c'est devenu lui. Autre point pfirst va être mis à jour. Autre point pfirst flèche next qui est en fait prev1 là. Je veux que maintenant ça pointe ici. Donc le next c'est ça. Et puis je veux que l'autre point pfirst soit mis à jour. Donc autre point pfirst maintenant ça va être ici. Ok, c'est pas très joli mais c'est ce que ça fait. Donc en clair là, ça n'est plus vrai. Autre point pfirst pointe maintenant vers le prochain élément dans autre. Tandis que j'ai réussi à effectivement insérer le 4 entre le 3 et le 5. Ok, je sais pas si c'est clair, tous ces gribouillis, mais c'est ce que ça fait. Okay, c'est ce qu'il fallait être capable d'inférer, de coder en examen. En 20 minutes ou moins. Ok, mais sinon, si c'est pas cette situation qui survient, bien, je fais juste avancer mon ptr1 et mettre à jour le pred. Ok, comme ça fait ici. Ok, donc l'idée, c'est vraiment d'avancer à travers la première liste et d'insérer le prochain élément de autre, le pfirst, quand c'est nécessaire. Une faute commune, c'était de jamais avancer sur le 10 flèche pfirst. Ok, il fallait quand même être capable de se déplacer dans mon pfirst, mais dans l'autre, on pouvait rester sur le pfirst. Ok. Et finalement, maintenir le minimum d'une pile. Si vous vous rappelez de la problématique, là, c'est que je vais être capable d'accéder à getmin n'importe quand. Peu importe les insertions, suppressions que je fais, je voudrais pouvoir recevoir le min en temps constant. Ce qui n'est pas facile. On verra plus tard, il y a le monceau qui sert exactement à ça, à maintenir le minimum dans une structure de données. Mais ça, c'est dans peut-être 2 semaines, je dirais. Donc, mais avec un vecteur ou une liste chaînée, c'est pas vraiment possible. Faut réfléchir un peu. Mais avec une pile, on peut le faire. Donc, je vous proposais une implémentation d'une pile avec min, qui est un genre de wrapper, une surcharge qui ajoute des fonctionnalités autour de la pile normale. Et puis, je vous donnais déjà le squelette du code où est-ce que vous deviez ajouter votre code. Et puis, je vais vous donner la solution tout de suite. Là, si vous avez une pile et que vous voulez accéder au minimum n'importe quand, vous allez empiler le minimum en même temps que vous empilez une valeur et vous allez dépiler ce minimum lorsque vous dépilez cette valeur. Ok, donc l'idée, c'est écrit ici là. L'idée c'est que vous faites un push du minimum courant à chaque insertion. L'indice vous disait exactement de faire ça. Donc quand vous empilez, moi ce que je fais c'est que j'empile le minimum courant. Donc ce que j'empile c'est le minimum avant la nouvelle insertion de val. Okay? Donc j'empile le min avant l'insertion de val et puis
je mets à jour le nouveau minimum. Comme ça, quand je demande getMin, ben, il est déjà à jour. Okay. Si j'ai juste fait des empilades, le minimum courant, il est à jour. La difficulté, c'est peut-être d'épiler. Okay. Quand je dépile, ben, en fait, c'est pas difficile une fois qu'on connaît la solution, là, mais puisque chaque fois que j'empile, avant, j'empile l'ancien minimum, eh bien, lorsque je dépile, le minimum va se trouver au sommet après avoir dépilé l'élément. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si j'ai empilé quelque chose, je vais l'enlever, puis je sais que juste avant de l'avoir empilé, j'avais empilé l'ancien minimum, ben je vais le récupérer ici. Okay. Rien de plus compliqué que ça. Et puis cet ancien minimum, j'en ai plus besoin, donc je l'enlève. Je vous invite à regarder si je suis passé trop rapidement, mais c'est ça l'idée. Puis, ça prend le double de l'espace essentiellement, mais c'est rien de dramatique. Il y en a même qui ont fait des choses plus efficaces que ça, là, qui mettent à jour le minimum seulement si nécessaire, ce qui est bien, ça fonctionne. Moi, je me contente juste d'empiler naïvement le minimum à chaque empilade. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour ça ici. Il faudrait initialiser le minimum courant, ce que je suppose sera fait dans le constructeur. Okay. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est que ça va prendre le double de l'espace, mais c'est vraiment pas dramatique. Là. On reste en gros N, en grand O de N espace. Ok. Ça fonctionne juste avec les piles, avec les listes comme les tableaux, tout ça. Ça fonctionne pas toujours. On dépend vraiment du modèle de pile ici. Ok. Donc, c'est tout ce que j'avais à raconter pour la révision de l'examen. Donc maintenant, je vais passer à de la matière. Donc ça, c'était le retour sur l'intra. Ok. Maintenant, ce que je voudrais faire... Ok. Donc, là où je vais m'en aller maintenant avec ces vidéos, je veux revenir sur les arbres, en particulier sur les arbres binaires de recherche, parce qu'on commence à parler d'ensemble. Donc, il y a plusieurs façons d'implémenter des ensembles, mais les plus populaires, ça passe par les arbres. J'ai parlé un peu des arbres binaires de recherche. Je voudrais parler de comment on implémente ça et surtout de comment est-ce qu'on peut avoir des arbres binaires de recherche balancés, qui garantissent un temps logarithmique dans le pire cas. Mais juste avant de m'embarquer dans les arbres et de revenir sur le sujet, je vais suivre la présentation du livre et parler d'une autre structure de données qui implémente les ensembles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la skip list. Ok, donc ça ici, je suis dans le chapitre 8. Pourquoi est-ce que je suis orange? J'en sais rien. Donc, recommençons. Skip list. Donc ici, je suis dans le chapitre 8. Donc, skip list, c'est une structure de données qui est pas tout à fait comme un arbre. Ça ressemble à un arbre, mais c'est plus comme une liste chaînée. Ou en fait, ça permet de faire la transition entre les listes chaînées et les arbres. Mais je ne vais pas m'étendre trop sur les skip lists. C'est pas la structure de données la plus populaire. Si vous cherchez sur le web, il y en a qui adorent les skip lists, qui ne jurent que par elles, mais il n'y a rien dans la librairie standard C++ qui utilise la skip list. Ça fait pas partie de tous les cours de structure de données, donc je vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas un classique, mais c'est une structure de données qui est quand même bien. Je vais la couvrir à peu près au même niveau que c'est couvert dans le livre. Donc je vais passer vite sur certains détails. D'ailleurs, je rementionne que si vous regardez le livre, je couvre pas les choses exactement de la même façon et c'est un peu voulu. Quand je présente les trucs, vous avez ma version. Si elle vous plaît pas, vous regardez dans le livre, vous allez avoir une autre version, mais la matière devrait être la même. À peu près. Ok, donc skip list. Je vous rappelle, c'est quoi un ensemble? La skip list implémente un ensemble. Un ensemble, c'est un type de données abstrait, un TDA, qui permet d'insérer un élément, qui permet bien sûr de supprimer un élément. Et la suppression nous cause souvent bien des soucis, on le verra. Et très important, ça permet de rechercher un élément, savoir si un élément est présent dans la structure de données ou pas.
OK, en particulier, il n'y a pas d'accès au IM élément parce que dans un ensemble, il n'y a pas d'ordre. Je rappelle qu'un ensemble, l'intuition, c'est que c'est juste un gros sac dans lequel on met des choses de façon complètement non ordonnée. Et le travail de la structure de données, c'est de naviguer ça, nous dire si un élément est présent ou pas. Okay. Mais la skip list, okay, donc je le réécris là. C'est quoi? C'est une structure de données aléatoire. Donc, je l'écris, structure de données aléatoire. Donc, ce qui utilise le hasard pour se construire. Okay, c'est une autre raison pour laquelle j'embarque pas trop dans les détails. Là. Techniquement, vous n'êtes pas requis d'avoir des préalables en probabilité pour suivre ce cours, mais pour faire l'analyse d'une structure de données aléatoire, le grand O, dans le pire cas, c'est pas approprié. Il faut parler d'analyse en moyenne de la structure de données, mais pas moyenne au sens amorti, mais moyenne au sens probabiliste, qui est une autre histoire. Mais bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Là. Je vais me contenter de passer vite là-dessus, mais c'est une structure de données qui utilise du hasard. Et puis l'idée, si je peux résumer en une phrase, c'est que ça fait comme une liste chaînée. OK. Donc, comme une liste chaînée. Mais cette liste chaînée, elle est triée. Donc, on va maintenir un tri sur les éléments. Super important. Et dans cette liste chaînée, on va zoomer un tout petit peu. Okay. Bon, chaque cellule, elle va contenir ce que j'appelle une tour de next. Okay. Chaque cellule, au lieu de juste pointer vers la cellule suivante, chaque cellule va contenir une tour de suivant. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être en faisant un exemple, votre structure de données, elle va avoir, tout d'abord, une première cellule. On va être dans le modèle où on a des cellules bidons. Donc, un pfirst bidon qui pointe vers le premier élément, on va dire 2. 2 pointe vers 4, donc il faut que je maintienne ça trié. Là. On va dire 7, 10, 12 et puis 14. Pourquoi pas? OK. Et ça, on a une cellule bidon plast. Et quand je dis que chaque cellule a une tour de next, comme c'est écrit ici, c'est vraiment qu'au lieu d'avoir juste un pointeur de suivant, en fait, on va avoir une tour. Donc, pfirst va avoir une tour. En fait, elle va avoir la plus grande tour possible. Oh, c'est pas facile de dessiner avec ce crayon. Je n'ai pas le crayon officiel Microsoft, donc parfois il zigzag, il fait des gribouillis bizarres. Mais bon. Voici une tour de next. Une tour de 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Et puis, chaque cellule a un nombre aléatoire d'éléments, de pointeurs next dans sa tour. Ou je dis différemment, la hauteur de la tour de 2 est choisie de façon aléatoire. Donc, possiblement, 2 peut choisir, lui, qu'il a une tour de 3 next. Donc, 1, 2, 3. Et peut-être que 4, lui, a décidé qu'il y en a juste un. Peut-être que 7 a décidé d'en avoir 1, 2, 3. Peut-être que 10, lui, a décidé d'en avoir... Allons-y pour 4. Et peut-être que 12, lui, en veut juste 2. Et 14 a décidé aléatoirement qu'il allait avoir une tour de 3 next. Plast est obligé d'avoir une hauteur maximum de tours. OK. Et l'idée ici, c'est que chacun de ces carrés que j'ai dessinés, là, dans chaque étage d'une tour, c'est un pointeur vers un élément suivant. C'est pour ça que j'appelle ça une tour de next. Okay, next, qui est un grand anglicisme, une tour de suivant, si on veut. Puis quand je dis tour de next, c'est que chaque carré va avoir un pointeur vers le suivant, mais ici, le suivant, c'est sur la prochaine case qu'il voit quand il regarde à l'horizontale. Donc, si je vous illustre ça, si je commence ici, lui, le prochain qu'il voit à l'horizontale, c'est lui, ce carré.
le premier niveau du 2, ce qu'il voit à l'horizontale, c'est le premier niveau du 4. Premier niveau du 4, ce qu'il voit, premier niveau du 7. Et ainsi de suite. Bon, ça c'est toujours comme ça, là. Chaque premier niveau est rempli. Je vais numéroter mes niveaux. Voici numéro... Ok, il y a 5 niveaux ici. En fait, le dernier est pas vraiment utile, là, mais on va le garder. Puis, c'est ça. Mon premier niveau est numéroté 0. Et puis, mes suivants vont de la façon suivante, justement. Ici, il n'y a rien de spécial, mais le deuxième niveau, ou le niveau numéro 1 de l'élément 2, lui, quand il regarde à l'horizontale, il va sauter par-dessus le 4, parce que la tour du 4 n'est pas assez haute pour bloquer la vue du 2. Okay, donc, ce que je dis là, c'est que le unième niveau de 2 a comme suivant le unième niveau de 7. Okay, c'est ce que je veux dire par ce qu'on voit lorsqu'on regarde à l'horizontale. Et sinon, on ne saute pas par-dessus grand-chose. Mais si je complète, ça aura la forme suivante. Et voilà, on saute par-dessus le 12, et ainsi de suite. Et puis ici, on va sauter jusqu'au 10. Voilà. Ok, puis lui, il va aller direct à l'autre. Ok, donc voici une skip list. J'appelle ça une skip list unidirectionnelle, c'est-à-dire chaque niveau ne voit que ce qu'il a devant lui. Dans une skip list bidirectionnelle, chaque niveau verrait ce qu'il y a derrière et devant. Dans le livre, il vous présente la version bidirectionnelle. Ici, je me contente d'une seule direction. Ça fonctionne à peu près de la même façon, mais voici une skip list. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de redondance. Chaque cellule va stocker plusieurs pointeurs. Donc, en moyenne, la taille de cette structure de données, ça va être grand O de n log n. L'espace occupé là, par cette structure de données, ça va être n log n au lieu de juste n, comme d'habitude. Donc, parce qu'il y a un peu de redondance. Mais multiplié par un log n, ce n'est pas grand-chose. Donc ça, c'est l'idée. Je vais pas trop détailler comment on se retrouve avec ça à la suite de plusieurs insertions. Je peux au moins détailler la recherche. Puis détailler un peu comment est-ce qu'on peut implémenter ça. Donc, cette idée. Donc, disons qu'on implémente une skip list avec class skip list qui utilise un type. Ce qu'on va faire, j'ai dit que c'est comme une liste chaînée, donc pour l'implémenter, on utilise aussi des cellules, comme une liste chaînée normale, qui va stocker une valeur, donc type val. Par contre, au lieu de juste avoir un pointeur next, on va maintenant avoir une tour de next. Cette tour de next, on peut tout simplement l'implémenter avec un vecteur. Okay. Je vais juste appeler ça next. Et bon, ça peut faire autre chose que je ne détaille pas. Donc, voilà. Ça, c'est un vecteur, ça, c'est un vecteur, ça, c'est un vecteur, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut connaître la hauteur d'une tour juste avec next.size. OK. OK, puis l'idée, c'est que next 0 représente le 0e niveau. Next 1 représente le 1e niveau, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la structure cellule. Dans la classe, vous aurez besoin de pFirst et plast. OK. Je ne détaillerai pas trop le reste, mais on peut se demander comment est-ce qu'on peut faire la recherche d'un élément maintenant. Je vais vous l'illustrer sur l'exemple. Et puis, je vais... bon, je vais donner le code vite fait après. Donc, sur l'exemple, on va dire que... non, c'est pas le crayon que je veux. Crayon à froufrou, pas approprié. Disons que je recherche lequel serait intéressant. On va dire 4, peut-être. Sinon, dans cet exemple... Ok, on va dire... On va dire qu'on recherche 4. Je ferai 2 exemples. On va toujours démarrer du plus haut étage de pFirst. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander, OK,
qu'est-ce que je vois devant moi? Si je vois la fin ou je vois quelque chose de plus grand que 4, je cancelle. Je vais tenter d'un niveau plus bas. Donc ici, je vais canceller et descendre de niveau et regarder devant moi. Je regarde devant moi et qu'est-ce que je vois? Je vois une tour d'une cellule qui a 10. 10 est plus grand que 4, donc je vais annuler. Je vais descendre d'un niveau. J'arrive ici, je regarde devant moi, qu'est-ce que je vois? Je vois une tour dont l'élément est 2. 2 est plus petit que 4, donc je vais y aller. Ça va. Donc maintenant, je suis ici au sommet de la tour des 2 et je répète le processus. D'ici, je regarde ce que j'ai devant moi, je vois 7. La tour d'un 7 qui est plus grand que 4, donc je n'y vais pas. Je descends d'un niveau à la place. Je regarde devant moi, bon, je vois encore le 7. Je descends d'un niveau. Et là, je regarde devant moi, je vois le 4. Je vois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Ok, donc c'est l'idée. Vraiment, c'est toujours, on regarde devant nous. Si c'est trop grand, on n'y va pas, on descend d'un niveau à la place. Si c'est plus petit que ce qu'on cherche, on avance. Ok, donc c'est vraiment juste l'idée. Le plus difficile, c'est de construire cette structure de données, mais une fois qu'on l'a, ça va. On peut naviguer. Donc, si vous le voulez bien, je vais annuler tous ces gribouillis. Peut-être faire un autre exemple vite fait. Ah non! Ok, j'ai une quantité bornée de annulés. La pile des annulés, ou non, ce serait plutôt une file ici. La file des annulés est bornée. Ok. Et voilà. Excusez-moi. Ça va quand même mieux qu'au tableau. Bon. Si je fais un autre exemple vite fait, là. Donc, on va changer de couleur quand même. Disons que je recherche 14. En fait, non, disons, on va chercher un élément qui n'existe pas, tenez. On va chercher 13. Quand je cherche 13, bon, je regarde, je démarre d'ici. Oubliez le orange, là. Je regarde devant moi, je vois que non, je ne devrais pas y aller. Je descends d'un niveau. Je regarde devant moi et je vois que 10 est plus petit que 13. Alors oui, c'est bon, j'y vais. À partir d'ici, je regarde devant moi, je vois que j'atteins la fin, alors je n'y vais pas. Je descends d'un niveau. Je regarde devant moi, je vois que 14 est plus grand que ce que je cherche, 13. Alors je n'y vais pas. Je descends d'un niveau. Je regarde devant moi, je vois que ce que j'atteins c'est 12. C'est plus petit que 13, alors j'y vais. À partir d'ici, je regarde devant moi, c'est trop grand, je n'y vais pas. Je descends d'un niveau, je regarde devant moi, c'est trop grand, je n'y vais pas. Et là, je constate que je suis au niveau 0 et je ne peux plus descendre. Alors, je retourne faux, n'est pas trouvé. Okay. Donc, toujours cette même idée. Je regarde devant moi et je décide est-ce que je continue ou je ne continue pas. Ok. Bon. Si, attendez, je dois changer de couleur. On va tenter de fournir une implémentation vite fait de ça. Donc, dans le public, ici, si je voulais faire, on va dire, une fonction est présent. Ok, je vais me garder de la place. Pas besoin de ça. Okay. Je vais me garder de la place et vous allez voir pourquoi. Donc, je me fais une fonction est présent qui reçoit en paramètre un élément à trouver de type que je vais appeler val. Ok, qu'est-ce que ça va faire dans la vie? Ben, ça doit faire à peu près tout ce que j'ai fait là.
c'est-à-dire parcourir des cellules à chaque fois en prenant une décision, est-ce que j'avance ou j'avance pas. J'aime bien implémenter les choses de façon récursive, mais pour implémenter ça de façon récursive, à chaque récursion, je dois savoir sur quelle cellule je suis en ce moment et à quel niveau je me trouve. Et puis ça, c'est pas contenu dans ma signature de fonction. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la partie privée, je vais me définir une fonction est-présent pour ajouter ces informations-là. Mais ça, l'utilisateur n'y a pas accès. Ça va être pour moi seulement. Donc l'info supplémentaire de laquelle j'ai besoin dans ma récursion, c'est de savoir sur quelle cellule je suis. On va l'appeler cure et je dois savoir à quel niveau je suis. NIV. Voilà. Et en fait, ce est présent public à l'utilisateur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste appeler est présent. Il faut qu'il retourne sa valeur. Là. Et il va retourner est présent. En passant la valeur et en commençant à pay first à son tout dernier niveau. Donc pay first next.size moins 1. OK. Bon, ça c'est la partie facile. Maintenant pour implémenter le vrai est présent, okay, que je veux qu'il soit récursif. Je vais pas réécrire la signature au complet. Là. Donc val, ça c'est ma cellule courante et ça c'est le niveau où je suis actuellement. Ce que je vais faire, je vais regarder devant moi. Regarder devant moi, ça correspond à quoi? Ça correspond à regarder si je dois avancer. Donc, quand est-ce que j'avance? J'avance quand ce que j'ai devant moi est plus petit que la val, que la valeur. Donc, c'est quoi? Ce que j'ai devant moi, c'est le niveau IM next. Qui est une autre cellule. Et si la valeur de ça, si ça c'est plus petit ou égal, bon, écrivons-le en C++, là, plus petit ou égal à la valeur. Si ce que j'ai devant moi est plus petit ou égal à la valeur, alors j'avance. Avancer, ça correspond à quoi? Ça correspond à continuer de façon récursive. Toujours avec la même valeur. Mais en changeant ma cellule. Donc, en allant vers la cellule next au même niveau. Et en restant au même niveau. OK. Donc, ce que j'ai fait ici, là, ça correspond à juste, comme disons, avancer comme ça. OK, mais de façon récursive. D'accord. Et là, je saute par-dessus les cas limites, je dois dire. Donc ça, c'est ce que j'ai quand ce que je vois devant moi est plus grand ou égal est plus petit ou égal à la valeur, pardon. Sinon, je descends d'un niveau. En fait, si je suis plus capable de descendre d'un niveau, je vais retourner faux. Et puis sinon, je vais le faire. Je vais descendre d'un niveau. Puisque je suis dans un contexte récursif, je vais faire ça de façon récursive. Donc je vais rappeler est présent. Avec la même valeur. Toujours sur la même cellule, mais un niveau plus bas. Donc tout ça, ça correspond exactement à ce que j'ai fait plus tôt. Donc peut-être une dernière vérification que je n'ai pas mise ici. Là. Okay, je vous le mets juste en annotation ici. Est-ce que je l'ai oublié au départ? Ce que je devrais faire, c'est vérifier que si je me suis retrouvé... Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le cas limite sur lequel je m'interroge, c'est si je me suis retrouvé sur plast, alors
pas la peine de continuer, mais en fait, quand on y réfléchit bien, on se retrouve jamais sur Plast. Si on suppose que la valeur à Plast elle est plus grande ou égale, plus grande à tout ce qu'il existe. Okay? Donc, j'embarque pas dans plus de détails, là. Mon seul but, c'était de montrer juste comment la recherche pouvait fonctionner avec la skip list. Okay? C'est vraiment l'idée. Moi, j'implémente ça de façon récursive. Il y a des façons d'implémenter ça de façon itérative. Ok. Mais ça, c'est pour faire la recherche. En fait, il y aurait... ouais, c'est ça. Il faudrait juste s'assurer d'initialiser plast avec la valeur max ou bien ajouter un if quelque part ici pour s'assurer de ne pas aller vers plast. Ok. Donc, ça, c'est pour la recherche. Sinon, pour l'insertion, c'est l'insertion qui est la plus compliquée ici. Et là, je vais juste vous donner les grandes lignes. Ok, puisque j'ai dit que je voulais pas embarquer dans les détails de la skip list, je vais pas faire insérer, je pourrais passer 1 heure là-dessus. Ok, mais pour insérer, on va mettre ça en gros ultra pseudocode. Ce que je dois faire pour insérer, c'est un peu comme la recherche. Mais l'élément inséré, je peux supposer qu'il n'existe pas dans ma structure de données. Donc, ce que je dois faire, c'est trouver le plus grand élément plus petit que val. Ok, donc je l'écris ici, là. Donc, le plus grand élément, ça a l'air contradictoire, là, le plus grand élément plus petit que val. Donc, ce que je veux dire par là, c'est son prédécesseur. Okay. Par exemple, si je reviens sur ma structure de données et que je ne vous parle plus de recherche, on va tenter d'effacer ça. Ah, ça va être un pas pire défi. Bon. Mes excuses pour ce contretemps. Non, ok, je ne vais pas y arriver. Ok, bon. Ça va rester là. Mais oui, ok. Ce que je voulais dire par le plus grand élément plus petit, c'est que, par exemple, admettons que dans cette structure de données, je veux insérer, on va dire, 8. Ce que je vais faire avant tout, c'est trouver le 7. Ok, comment est-ce que je vais trouver le 7? De la même façon que je faisais ma recherche. C'est-à-dire, je vais commencer en haut à gauche. Et si ce que je vois devant moi est trop grand, je descends. Ce que je vois devant moi est trop grand, je descends. Ce que je vois devant moi n'est pas trop grand, alors j'y vais. Ce que je vois devant moi n'est pas trop grand, alors j'y vais. Ok, ce que je vois devant moi est trop grand, je n'y vais pas. Je descends d'un niveau, je descends d'un niveau, et je vais tomber sur le 7. En fait, c'est la même chose. Ok, si l'élément n'est pas présent dans ma structure de données, là où je vais aboutir en faisant la recherche, c'est au plus grand élément qui est plus petit que ce que je veux insérer. Ok, donc quand je veux insérer 8, je commence par trouver son futur prédécesseur, et quand j'ai trouvé son futur prédécesseur, là, je peux l'insérer, c'est-à-dire rediriger ça de la façon suivante. Ok, c'est là que je commence à accélérer, que je ne donne pas de détails, là, mais vous pouvez vous imaginer qu'en modifiant l'algo de recherche récursif, je peux trouver ce plus grand élément plus petit. Une fois que je l'ai trouvé, je crée une cellule, j'ajuste quelques pointeurs et j'insère entre le prédécesseur et son ancien suivant. Ok, je peux faire ça. Donc ça, je vais pas vraiment détailler. Donc, en premier, je vais trouver le plus grand élément plus petit que val, ou en fait, plus précisément, la cellule qui contient cet élément. Et ensuite, je vais insérer une cellule
après cette valeur. Ok, donc ce que je veux dire par là, c'est que ici, là, je vais suivre un chemin à travers les niveaux qui va m'amener à l'endroit après lequel je dois insérer. Donc, ma nouvelle cellule va se trouver ici. Ok, donc je vais insérer une cellule après cette valeur. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je dois créer la tour correspondant à ma nouvelle cellule insérée. Ok, donc ici je vais créer une tour pour ma nouvelle cellule. Okay. Et c'est la raison pourquoi je parle de l'insertion. Donc ici, là, une fois que j'ai inséré le 8, je dois décider c'est quoi sa tour. Puis c'est peut-être la partie complexe là, quand on implémente l'escape list. Je dois me créer une tour. Et puis, j'en parle principalement pour ça. C'est que la taille de cette tour, la hauteur devrais-je dire, ça va être déterminé de façon aléatoire. Et c'est là que l'escape list utilise de l'aléatoire. Et puis, bon, ça fait autre chose. Ajuster les next, ce qui est un peu compliqué. Pas tellement une fois que c'est implémenté, mais je vais vous laisser ça en exercice. Mais je vais insister là-dessus. Ok, pour obtenir une hauteur aléatoire. Ce qui est souvent utilisé, c'est un modèle dans lequel la probabilité d'avoir une hauteur 1, ça va être une demi. Et puis la probabilité d'avoir une hauteur 2, ça va être un quart. Et ensuite, probabilité d'avoir une hauteur 3, ça va être un huitième, et ainsi de suite. Okay, en général, ce qu'on veut, là, c'est que la probabilité d'avoir une hauteur pour un certain cas, c'est 1 sur 2 à la k. Et puis, comment est-ce qu'on atteint ça? C'est avec ce type de boucle. Une boucle infinie, mais qui devrait finir à un certain moment. Vous allez lancer une pièce aléatoire. Bon, maintenant, vous m'excusez. Je dois me rappeler de ce que rand ça retourne. Je sais pas si je vais si je vais l'enlever au montage. C'est que j'utilise du rand dans toutes sortes de langages et je vais juste m'assurer qu'en C++, ça se comporte bel et bien comme je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Ok. Ça retourne un entier entre 0 et max int. Donc, il faut juste utiliser un modulo. Donc, parce que dans certains langages, rand retourne un réel entre 0 et 1. Enfin. Ici, je vais juste lancer une pièce. Donc, je vais me faire un modulo, ce qui va me retourner une valeur entre 0 et 1 de façon aléatoire. Ce que j'ai oublié d'ajouter ici, c'est ok. Ce que j'ai oublié d'ajouter ici, c'est un compteur vers une hauteur. Donc size th égale, au début, ça va être juste une hauteur de 1. Mais si mon R tombe sur pile, on va dire 0, je retourne la hauteur courante. Mais sinon, j'incrémente la hauteur. Ok, ça c'est un bout de code, fin de la fonction. Ça c'est un bout de code qui vous retourne une hauteur aléatoire en suivant la distribution suivante. La probabilité d'avoir une hauteur de 1, c'est la probabilité de tomber sur pile immédiatement, donc j'ai une chance sur 2.
Sinon, j'ai une chance sur 4 d'avoir un pile, une face et de retourner une hauteur de 2, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il implémente ça. Donc, la hauteur des tours est choisie de cette façon-là. Et puis, bon, juste pour en finir avec ça, je ne veux pas parler plus de l'insertion, je ne veux surtout pas parler de comment, une fois qu'on a choisi la hauteur des tours, comment ajuster les pointeurs pour que tout le monde voit cette nouvelle tour. Vous pourrez y réfléchir, c'est pas si compliqué en fait. Si je peux vous le résumer verbalement, c'est que pendant que vous faites ce parcours, vous vous rappelez de chaque fois que vous avez baissé de niveau, et chaque fois que vous avez baissé de niveau, ce sont les endroits qui devront voir votre nouvelle tour, s'il y a lieu. Donc, vous faites la liste des points qui doivent voir la nouvelle tour, et une fois que vous créez votre tour, vous ajustez les pointeurs de ces zones que vous aurez mémorisées. Mais je ne m'embarque pas là-dedans. Je terminerai en vous disant que si vous implémentez ça avec l'aléatoire tel que présenté, en moyenne, en moyenne à travers plusieurs exécutions, donc pas en moyenne dans le style amorti, mais en moyenne selon vos choix probabilistes, toutes les opérations, insertion, suppression, j'ai pas parlé de la suppression, mais bon, ça se fait. Donc, insertion, suppression, recherche peuvent s'implémenter en temps logarithmique. Log n. Puis l'idée, c'est que si les choses sont bien faites, quand vous allez faire la recherche, si l'élément à trouver est dans la deuxième moitié, vous aurez un nombre constant d'opérations à faire avant de tomber dans la deuxième moitié. Et puis pour réduire d'une autre moitié, vous allez faire un nombre constant d'opérations et ainsi de suite. Donc c'est toujours cette idée de diviser l'espace de recherche par 2. Ici c'est un peu plus tordu parce qu'il faut faire de l'analyse probabiliste en moyenne, mais ça se fait de montrer que tout prend un temps logarithmique. Mais je m'arrête avec la skip list pour l'instant. Donc, je voulais juste survoler les grandes lignes. Je ne vais pas parler de comment on implémente ça plus dans le détail. Je vais passer aux arbres, en particulier aux arbres binaires de recherche.